Madame, Monsieur Yorana, merci d'être parmi nous dans Manihini. Ce soir, nous allons parler des conséquences du changement climatique en Polynésie avec Jérôme Petit. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur à la station Gump, l'antenne de l'université de Berkeley, située à Moorea. Avec Eleonora Abaliano, vous avez récemment présenté un état des lieux sur les enjeux du changement climatique en Polynésie. Mais avant de revenir plus en détail sur les résultats de vos recherches, regardons un reportage de Thomas Chabrol. Le processus est enclenché et les changements climatiques n'épargnent pas la Polynésie. Les chercheurs de la station Gump de Moorea ont collecté une mine d'informations encore méconnue du monde politique et économique local. Les projections des scientifiques sont inquiétantes. La température de l'air pourrait augmenter de 1,8 degré au cours du siècle dans le Pacifique Sud. Le changement climatique est une menace sérieuse pour l'environnement et l'économie d'une Polynésie très vulnérable. Et il y a beaucoup de risques donc sur les écosystèmes, bien sûr les coraux, mais également les tortues, les forêts d'altitude, sur l'économie avec l'agriculture peut-être menacée, la perliculture, la pêche. Un constat alarmant, il est en des institutions, associations, instituts de recherche et entreprises privées engagées dans le développement durable. 150 personnes sont regroupées dans un réseau de 4 commissions. Ce rapport est la base de leur plan d'action pour réduire par exemple les émissions de gaz à effet de serre. La Polynésie a produit 794 000 tonnes de CO2 en 2008, soit 3 tonnes par habitant, 2 fois plus que le niveau maximal recommandé pour stopper les effets des gaz polluants. Principale cause, le transport terrestre, qui produit 55% des émissions. La production d'électricité représente 45% de cette pollution. Je pense que ces données étaient vraiment nécessaires et ce qui était aussi nécessaire, c'était de mettre tous les acteurs en réseau. Parce que chacun travaillait dans son coin, avait des éléments de réponse à sa mesure. Et donc on ne savait pas forcément ce que faisaient les instituts de recherche ou les privés. Donc le réseau plus les travaux de l'état des lieux, oui, ont vraiment donné une accélération pour agir sur ces changements climatiques. Pour lutter contre le changement climatique, la Polynésie doit donc penser à moins polluer. Le pays a un vrai potentiel en énergie renouvelable, mais leur développement reste très limité. Pourtant, la montée des eaux est inéluctable. L'archipel des Tuvalu en fait déjà les frais. La Polynésie doit prendre conscience des risques, car elle possède 20% des atolls mondiaux. Ces petits océaniens-là doivent travailler en commun pour que cette problématique-là soit prise, disons, au plus haut lieu. Le sommet de Copenhague pourrait être un point fondamental pour pouvoir faire dire aux régions qui sont bien industrialisées que, vous, ce que vous faites là-haut chez vous, c'est qu'au sud, chez nous, on paye les dégâts. Et face aux menaces du climat, la sensibilisation de la population est une mesure prioritaire pour atténuer le changement climatique. Jérôme Petit, la situation de la Polynésie est-elle réellement alarmante? La situation de la Polynésie est alarmante. En effet, on n'en parle malheureusement pas assez, mais le changement climatique en Polynésie est déjà observé. C'est-à-dire qu'on a déjà des observations du passé qui montrent une modification de différents processus climatiques. Par exemple, on a eu une augmentation de 1 degré de la température moyenne de la Polynésie depuis 30 ans. On a eu une élévation du niveau marin de 7,5 cm depuis 30 ans. Donc c'est pas beaucoup, 7,5 cm, mais ça a toute son importance pour l'ensemble des processus naturels. On a eu une augmentation significative des volumes des précipitations également 30 ans qui a été observée. Donc tout un tas de modifications déjà observées sur le terrain qui montrent que le climat change. Et bien sûr, les projections pour le futur sont d'autant plus graves et d'autant plus inquiétantes. C'est-à-dire ? Alors le GIEC, donc c'est le groupement, on appelle ça le GIEC, le groupement des experts internationaux sur le climat, prévoit, fait un rapport tous les 6 ans à peu près sur le climat mondial. Et donc il fait vraiment une analyse très détaillée, il consulte tous les plus grands climatologues du monde pour faire un très grand rapport présenté à l'ensemble des décideurs politiques mondiaux pour donner des indications sur le climat à l'avenir. Et il donne des indications pour la fin du siècle, généralement, d'ici 2100. Et la température mondiale pourrait augmenter de 2,8 degrés d'ici 2100, donc 2,8 degrés supplémentaires. En Polynésie, l'augmentation projetée est un peu plus faible, elle serait de 1,8 degrés de plus d'ici 2100. Faible mais grave pour la Polynésie? Comment? Faible mais grave. Donc il y a un exemple que je donne souvent, c'est le rapprochement avec la température corporelle du corps humain.
Donc si on a 1 degré de plus au niveau du corps humain, par exemple, si on avait 38 degrés de fièvre tout au long de la journée au quotidien, on peut imaginer les conséquences que ça aurait pour notre corps. Et donc il faut imaginer que pour la planète, c'est la même chose. Il y a énormément d'interactions dans la planète entre les écosystèmes, entre les espèces, entre les courants marins, entre les précipitations, qui sont tellement délicates qu'une modification même légère, donc comme 1 degré, pourquoi pas même encore plus, pourrait tout chambouler cet équilibre et finalement dégrader l'ensemble de ces processus écologiques. Alors, votre rapport le révèle, et vous le disiez tantôt, que la mer a monté de 10 cm en 30 ans. Est-ce normal au vu de la situation actuelle de la montée des eaux dans le monde ? C'est à peu près la même augmentation qui a été observée partout dans le monde. Donc c'est pas finalement normal, c'est-à-dire que c'est une observation qui est générale, qui est observée dans tous les pays du monde, mais qui a des conséquences importantes et qui est vraiment anthropique, c'est-à-dire qui est liée aux conséquences humaines, qui est liée au réchauffement climatique, au réchauffement des températures, donc à la fonte des calottes glaciaires, à la fonte de la glace qui va bien sûr faire augmenter, élever le niveau marin. C'est une situation qui n'est pas normale, qui n'est pas naturelle, mais qui est observée dans l'ensemble des pays du monde. Alors, vous dites que c'est à cause de l'homme que nous arrivons à ce point-là aujourd'hui. N'est-ce pas tout simplement un cycle naturel ? Alors en effet, on entend souvent dans la presse principalement que des changements climatiques, la Terre en a connu, la planète en a connu depuis son existence. En effet, il y a eu énormément de changements, il y a eu des périodes glaciaires, il y a eu énormément de changements depuis les 3 milliards d'années que la Terre existe. Ces changements sont naturels, mais ils sont très lents. Habituellement, les changements que la Terre a pu connaître se sont réalisés sur plusieurs milliers d'années, voire sur plusieurs millions d'années. Là, on parle de changements qui se déroulent devant nos yeux sur des périodes de 100 ans, d'un siècle. Pour l'histoire de la planète, un siècle, c'est comme une seconde de notre vie, finalement. Et ces changements sont très brutaux, sont très violents, et ils se déroulent à l'échelle d'une ou deux générations. Donc les espèces, en particulier l'espèce humaine, aura bien sûr beaucoup de difficultés à s'adapter, car les changements que la planète a connus jusque-là, les espèces se sont adaptées à travers l'évolution naturelle. Il y a certaines espèces qui ont disparu, il y en a d'autres qui ont apparu. Et donc ça a créé un nouvel équilibre. Finalement, la vie a toujours persisté, a toujours continué. Un renouveau ? Voilà, un renouveau. Ici, c'est un peu trop rapide pour que les espèces arrivent à se renouveler. Donc, on aura certainement une érosion de la biodiversité. On aura de nombreuses espèces qui sont déjà en train de disparaître à cause du changement climatique. Malheureusement, on n'aura pas en contrepartie de création, de spéciation, de création de nouvelles espèces. Qu'est-ce qui fait que la Polynésie soit aussi vulnérable face au changement climatique ? Alors la Polynésie est très certainement l'une des régions les plus vulnérables, donc les plus touchées par le changement climatique, donc pour différentes raisons. La première, c'est que ce sont des territoires insulaires, donc avec une surface très limitée, avec une impossibilité de migration, c'est-à-dire que si les populations sont menacées par exemple par une élévation du niveau marin, elles ne pourront pas aller plus loin dans les terres comme elles pourraient le faire sur un continent plus grand. En Polynésie, les gens vivent principalement en bord de mer, sur la très petite bande de littoral à faible altitude, et elle aura beaucoup de difficultés à migrer. Pour les espèces, c'était exactement la même chose. D'autres raisons au niveau économique, par exemple, l'économie de la Polynésie est principalement basée sur les ressources naturelles, à travers le tourisme, à travers par exemple la perliculture, à travers l'agriculture et le changement climatique. On sait qu'il aura un impact très fort sur ces ressources, donc finalement un impact très fort sur l'économie de la Polynésie. Il y a peu d'industrialisation en Polynésie. Alors tout à l'heure vous parliez d'un impact sur le tourisme, quoi par exemple ? Alors le tourisme pourrait être impacté à différents niveaux. Donc le premier, c'est bien sûr la dégradation de la biodiversité. De nombreux touristes viennent en Polynésie pour la qualité des plages, pour la qualité des récifs, pour observer la faune marine. Si on a ces plages qui seront érodées par une élévation du niveau marin, si on a ces récifs qui seront touchés par un blanchissement des coraux, par exemple, la Polynésie sera forcément moins attractive pour ces touristes.
D'autres raisons, si on a des maladies, par exemple, qui seront entraînées par de nouveaux insectes vecteurs qui pourraient arriver, si on a des cyclones qui seront de plus en plus violents, donc une dégradation. C'est ce qui va arriver ? C'est ce qui peut arriver, en effet. On a le GIEC, encore une fois, projette une intensification des cyclones, c'est-à-dire des cyclones dans toutes les régions tropicales mondiales de plus en plus violents. Pas forcément plus nombreux, mais des cyclones de catégorie 4 et de catégorie 5 plus nombreux. Et par contre, les cyclones de catégorie inférieure, plus faibles. Donc la fréquence restera la même, mais la violence des cyclones sera de plus en plus forte. Vous avez d'ores et déjà observé des espèces en voie de disparition ? Alors, il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition à l'échelle de la planète. En ce qui concerne la Polynésie, on ne peut pas vraiment dire qu'une espèce en particulier ait disparu à cause du changement climatique à l'heure actuelle. Peut-être que c'est le cas, mais tout simplement, on n'a pas encore réussi à le montrer. Il n'y a pas d'études là-dessus. Par contre, il y a beaucoup d'espèces menacées. Juste un exemple, donc tout le monde connaît l'exemple du corail, avec le blanchissement du corail qui est lié à une augmentation de la température de l'eau et l'acidification également de l'océan. Donc, mais le corail dans une position de stress et il va blanchir et in fine, il va même mourir si jamais la situation de la température ne s'améliore pas. Un autre exemple, c'est celui par exemple de la tortue. La tortue est touchée, donc c'est une autre espèce très symbolique de la Polynésie française. Elle est touchée à différents niveaux. Le premier, c'est que son habitat de ponte est bien sûr les plages. Et si les plages sont érodées, elle aura de moins en moins d'habitat pour déposer ses œufs. La deuxième, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent que la température du sable a un effet sur le sexe des tortues. Et l'incubation de la tortue, suivant la température, le sexe sera mâle ou femelle. Et s'il y a une variation même très légère de la température du sable, ça peut finalement affecter la reproduction des tortues. Les autres raisons aussi, c'est les courants océaniques qui seront peut-être aussi amenés à changer avec le changement climatique. On sait que les tortues vont s'alimenter à l'autre bout de l'océan et reviennent à leur lieu de ponte. Elles pourront peut-être pas retrouver le chemin avec une modification des océans, des courants océaniques. Donc voilà, tout un tas. Ça c'est simplement un exemple, mais il y en a de nombreux autres. Ces modifications du climat auront des impacts sur également les forêts d'altitude, sur les espèces envahissantes et finalement sur toutes les espèces endémiques de Polynésie française. Alors, on parle d'une élévation de la mer. En 2008, un habitant émettait environ 3 tonnes de CO2. Thomas Chabrol l'a rappelé également dans le reportage. Face à ces chiffres, pourrait-on qualifier la Polynésie de mauvais élève ? Alors là, finalement, dans le monde, tout le monde est un peu un mauvais élève. C'est-à-dire que le changement climatique est lié aux activités humaines et les activités de chacun sont responsables du changement climatique. Donc on peut pas vraiment juger un pays plus qu'un autre. Alors on cite toujours les États-Unis, la Chine, qui sont des très gros pollueurs, qui émettent des quantités de CO2 phénoménales. Mais la Chine, en même temps, produit presque tous les biens de consommation, enfin une grande partie des biens de consommation qui sont consommés partout ailleurs dans le monde. Donc finalement, les émissions qui sont émises en Chine sont valables pour toute la planète. Donc la Polynésie, avec ses 3 tonnes de CO2 par habitant et par an, a un score plutôt faible si on le compare à celui de la France, qui est de 6 tonnes par habitant et par an, à la Nouvelle-Calédonie qui est de 11 tonnes par habitant et par an, mais en même temps a, comme je le disais tout à l'heure, une industrialisation qui est plutôt peu importante. Donc finalement, ces processus, enfin l'industrie étant le pôle d'émission le plus important habituellement, voilà, tout ça pour dire qu'on ne peut pas vraiment comparer ce qui n'est pas comparable. La Polynésie n'a-t-elle pas trop attendu pour s'intéresser à cette problématique ? Malheureusement, je pense que oui. La Polynésie n'est peut-être pas encore assez sensibilisée sur ce problème. Sensibilisée, à votre avis, pourquoi je dirais, s'est réveillée un peu tard ? Alors, pourquoi s'est réveillée si tard ? Je pense qu'une des raisons principales, c'est que la Polynésie, malheureusement, ne fait pas partie du protocole de Kyoto. Donc, le protocole de Kyoto est un mécanisme international qui regroupe tous les pays pour essayer de définir des orientations pour lutter contre le changement climatique. La Polynésie est un peu exclue de ces processus et ne participe pas à ces négociations internationales.
Et finalement, il n'y a pas de répercussion locale de ces débats. Donc, elle est un peu perdue au milieu du Pacifique et elle passe à travers les malles du filet pour beaucoup de sommets et beaucoup de discussions sur ce sujet. Alors, on parlait du protocole de Kyoto, mais est-ce que la Polynésie est déjà entendue par l'État? Alors la Polynésie est entendue par la France et la France devrait normalement répercuter les vulnérabilités de la Polynésie au niveau des négociations internationales, mais malheureusement on ne parle pas assez, c'est-à-dire que maintenant on le voit, on l'a vu avec ce rapport, la Polynésie est l'une des régions les plus vulnérables au niveau mondial et pourtant quand on parle au niveau international, quand on parle du changement climatique, on parle des Tuvalu, on parle des Kiribati, voilà, la Polynésie a 20% des atolls de la planète. Les atolls sont certainement les îles les plus menacées par l'élévation du niveau marin et 20% sont en Polynésie et pourtant on continue à citer l'exemple des Tuvalu et l'exemple des Kiribati. Pourquoi? Parce que ces pays ont fait un énorme travail de communication, ont fait un énorme travail de sensibilisation de leur population. Ce qui ne se fait pas en Polynésie, ce qui ne se fait pas assez en Polynésie. Et certainement par l'absence de la Polynésie dans ce processus du protocole de Kyoto, la Polynésie n'a pas finalement été invitée à rendre des comptes sur la situation dans son pays et surtout n'a pas été aidée pour le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'experts internationaux qui sont venus en Polynésie pour essayer de voir quelles étaient les vulnérabilités. Donc c'est pour ça que le ministère de l'Environnement a souhaité de manière proactive et de manière indépendante faire ce travail d'état des lieux qui est fait partout ailleurs dans le monde à travers le protocole de Kyoto et pour présenter finalement au monde, bon déjà au niveau local, au niveau national, mais aussi au niveau international, les vulnérabilités spécifiques de la Polynésie. Et c'est la station GUMP à Moorea, donc l'université de Californie, Berkeley, avec Eleonora Avaliano et moi-même qui avons été chargés de réaliser ces études. Mais c'est pas seulement la station GUMP, c'est aussi tous les acteurs du réseau changement climatique polynésien. Comment est-ce que vous avez fait pour récolter toutes ces informations? Alors, pour récolter des informations, on a essayé de contacter toutes les personnes qui potentiellement pouvaient nous apporter des éléments d'information et qui potentiellement étaient intéressés par le changement climatique. Donc, tous les centres de recherche qui travaillent sur le corail, qui travaillent sur beaucoup d'autres choses, toutes les associations qui travaillent sur le développement durable, ce genre de thématiques, le secteur privé, les services publics également, ont été concertés et nous ont fourni des informations. On a écrit ce rapport. Ce rapport a été revu par l'ensemble des contributeurs. Donc 100 personnes ont relu ce rapport, l'ont édité, l'ont corrigé, pour que ce soit un rapport partagé par tous et qui soit très représentatif de la situation locale. Dans votre rapport, vous faites un certain nombre de recommandations. Est-il encore possible de changer le cours des choses? Alors c'est toujours possible d'améliorer la situation. C'est bien sûr jamais trop tard. Au moins pour diminuer le processus en cours, même si c'est pour pas l'arrêter, au moins on va essayer de le rendre plus faible. De l'atténuer. Alors les méthodes d'atténuation justement, c'est-à-dire les méthodes de réduction des gaz à effet de serre, puisque le mal est là, c'est les gaz à effet de serre, donc le CO2 et beaucoup d'autres gaz, le gaz carbonique et beaucoup d'autres gaz qui sont émis par les activités humaines, qui sont par exemple acheter moins de 4x4 par exemple ou alors voilà, ça c'est une des méthodes. Donc le CO2 en Polynésie est émis par deux pôles principaux. En gros, le premier pôle est le transport. Donc le transport interile le transport terrestre et interile représente 3% des émissions de CO2. Donc en effet, les 4x4 qui représentent 50% du parc automobile polynésien sont des véhicules extrêmement émetteurs et ne sont pas toujours justifiés. Donc ça, c'est une des méthodes. Mais alors après, il y en a d'autres. C'est bien sûr favoriser le covoiturage. Tous les gens vont à peu près au même endroit au même moment en Polynésie. Ils pourraient s'allier et utiliser un seul véhicule pour se rendre à leur travail. C'est utiliser les transports en commun qui émettent beaucoup moins. Et bien sûr, le réseau de transports en commun n'est pas assez bien développé en Polynésie, mais il y a toujours moyen d'essayer de faire pression sur les gouvernements pour justement développer un réseau de transports en commun efficace. C'est investir par exemple dans un véhicule électrique, donc ils sont encore assez chers en Polynésie, mais pour les gens qui ont les moyens, ce serait intéressant de promouvoir ce genre de mode de locomotion pour que justement les prix baissent par la suite. Donc ça, c'est au niveau des transports. Le deuxième pôle d'émissions de CO2, c'est la production d'électricité.
Donc presque toute l'électricité produite en Polynésie vient de l'énergie thermique, c'est-à-dire vient des hydrocarbures qui sont transformés en énergie, donc le pétrole transformé en énergie. Il y a 28% quand même d'énergie renouvelable qui viennent principalement de l'hydroélectricité. Il faut penser à d'autres moyens de production d'électricité. Donc une des méthodes aussi de réduire ces émissions liées à l'électricité, c'est tout simplement de dépenser moins d'électricité. Donc comment on fait? C'est la maîtrise de l'énergie. Alors c'est bien sûr éteindre sont des petits conseils qu'on dit tout le temps. C'est bien sûr éteindre la lumière quand on sort de la pièce, c'est ne pas mettre la climatisation à moins de 25 degrés ou voire même 28 degrés, l'éteindre quand on n'est pas dans la pièce également, investir dans des chauffe-eau solaires qui sont rentabilisés très vite. Si on voit en 6 mois, on peut rentabiliser un chauffe-eau solaire. C'est utiliser des produits de basse consommation électrique, donc des ampoules de basse consommation, des frigos, toujours bien regarder l'étiquette du frigo, des appareils électriques pour voir justement les classes de consommation. Donc c'est tous ces petits détails qui font que chacun, à son échelle, peut tenter de réduire les émissions au maximum. Alors maintenant que le rapport a été publié, que va-t-il se passer après? Alors maintenant, on a ce rapport qui est extrêmement intéressant, mais on a surtout un réseau, donc qui est encore beaucoup plus intéressant finalement. On a maintenant il y a 150 personnes qui ont rejoint ce réseau et qui se rencontrent à travers différentes commissions. Donc il y a 4 commissions qui ont été définies, une commission de recherche, une commission d'atténuation, c'est-à-dire de diminution des émissions, une commission d'adaptation, c'est-à-dire de préparation aux effets du changement climatique, et une commission de communication, sensibilisation. Donc ces 4 commissions travaillent ensemble pour essayer de définir une stratégie pour le pays. Donc la prochaine étape, c'est de donner des recommandations au gouvernement et d'écrire une stratégie avec des axes stratégiques et des différentes recommandations pour que toutes les politiques de Polynésie respectent et prennent conscience et prennent en compte la composante changement climatique dans le futur. Jérôme Petit, il nous reste très peu de temps. Avant de refermer cette émission, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Aurea Biocode, dont vous êtes le coordinateur. Quel est l'intérêt de donner des codes barres aux espèces? Alors, donc ça, c'est un autre projet qui est mené par la station GUMP à Moorea. C'est un programme qui s'appelle le projet Moorea Biocode, qui est en fait un inventaire de toute la biodiversité de l'île de Moorea. Donc on va essayer seulement de Moorea pour l'instant. On va essayer de cataloguer toutes les espèces animales, végétales, terrestres, marines de l'île de Moorea, les collecter, avoir une photo de haute définition, avoir une description de chaque espèce, et surtout avoir, comme vous le disiez, un code barre génétique. Donc ça, c'est un peu la composante nouvelle. C'est une première ou ça se fait déjà dans le monde? Ça se fait déjà dans le monde. On a déjà travaillé sur différentes familles biologiques, mais c'est une première à l'échelle d'un écosystème. C'est-à-dire que c'est la première fois dans le monde où on se dit, on va barcoder, c'est comme ça qu'on dit, donner un code barre à toutes les espèces animales et végétales d'une île ou même d'un écosystème. Donc on est bien sûr en train de tester la méthode, c'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement un inventaire, mais on crée une méthode qui pourra être utilisée partout ailleurs dans le monde par la suite. Et donc très rapidement, l'idée c'est de séquencer une partie du patrimoine génétique de chaque espèce, donc d'une suite d'une partie du patrimoine pour avoir un code barre qui pourra caractériser l'espèce beaucoup plus facilement. Et l'intérêt, c'est d'aller beaucoup plus vite dans la description des espèces. Donc, en 400 ans de taxonomie, c'est-à-dire de classification des espèces, on a décrit à peu près 1,8 million d'espèces dans le monde. Et tous les scientifiques disent qu'il y a certainement entre 50 et 100 millions d'espèces dans le monde. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore peut-être 95% des espèces du monde qui n'ont tout simplement jamais été décrites, qui n'ont pas encore de nom et qu'on ne connaît pas encore. On ne connaît pas encore les bénéfices qu'elles pourraient avoir pour l'humanité. Donc, il faut trouver d'autres techniques. Il faut aller plus vite pour qu'on décrive cette diversité avant qu'elle ne disparaisse. Et le code barre génétique est une des méthodes qui pourra nous permettre d'aller plus vite. Jérôme Petit, merci. Merci d'être venu nous parler des conséquences des changements climatiques et également de cette méthode de donner un code barre aux espèces. Merci encore. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à dimanche, je l'espère. Nana.